Namasté. Dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé du revenu de base en France et du revenu de base mondial. Aujourd'hui, je vais m'attarder plus spécifiquement sur le cas de l'Inde, qui est le pays avec le plus grand nombre de pauvres. Il y a environ 400 millions d'Indiens qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour, et le revenu moyen de l'Inde n'est que de 160 € par mois, par habitant. Donc en parité de pouvoir d'achat, c'est plus, c'est presque 600 € par mois, mais une très grande partie de la population indienne est dans un dénuement extrême. Donc des gens ont proposé de remplacer le système de protection sociale indien, ou une partie, par le revenu de base. Il y a notamment une note de Economic Survey de 2017, qui est l'équivalent de France Stratégie indien, qui consacre tout un chapitre au revenu de base. Alors pourquoi ? En fait, il faut comparer le revenu de base aux subventions, aux aides déjà existantes. Il y en a beaucoup en Inde. Il y a le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, qui est un droit au travail, en fait, pour tous les Indiens et toutes les Indiennes qui vivent dans des zones rurales, et qui garantit, en théorie, un emploi de 100 jours par an, rémunéré autour de 3 $ par jour, pour des travaux publics comme la construction de routes, d'irrigation. Cette politique, elle emploie 50 millions d'Indiens annuellement, donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est peu pour quelque chose qui est censé être un droit accessible à tous les Indiens vivant à la campagne. 65% des gens qui sont ciblés par ce programme, en fait, n'en bénéficient pas. Si l'autorité locale, donc le panchayat, ne trouve pas d'emploi à fournir aux campagnards, euh, ils sont censés leur verser une allocation chômage. Il y a des gros problèmes de malversation, c'est-à-dire que des personnes qui ont droit à ce programme ne reçoivent pas leur salaire à temps, il y a des gros retards de paiement, ou même ne reçoivent pas leur salaire tout court. Pourquoi ? Parce que les administrateurs euh, peuvent détourner l'argent, d'autant plus que le pays n'est pas encore tout à fait bancarisé, c'est-à-dire que seulement 40% des Indiens ont un compte en banque. Donc quand les versements se font en liquide, c'est très facile de détourner l'argent par des bureaucrates. Bon, il n'y a pas tout qui est à jeter non plus. Ça permet d'assurer un revenu à des gens qui, sinon, n'auraient pas d'emploi. Ça permet aussi de réduire l'exode rural. Bon, voilà pour le programme d'emploi garanti. Ensuite, il y a en Inde un système très étendu de subventions. Subventions sur à peu près tous les biens de base, donc le pétrole, le gaz, les fertilisants, l'électricité, l'eau, et surtout, de loin le plus important, la nourriture. Et donc les subventions à la nourriture se concentrent sur les céréales. Ça permet de lutter contre la faim. Ça, c'est indéniable. Mais là encore, il y a des problèmes. Déjà parce que les gens, si on leur donnait l'équivalent monétaire de ces subventions, ils n'achèteraient pas que des céréales. Ils achèteraient aussi des protéines, des fruits, des légumes, et ils auraient une alimentation plus variée, plus équilibrée. Donc ça, c'est sans compter évidemment les détournements de fonds à tous les échelons du système. Alors, c'est intéressant de savoir comment fonctionnent en pratique ces subventions. En fait, il y a en Inde le Public Distribution System, qui est un système de magasins publics étendu dans tout le pays, et qui est souvent le seul réseau de distribution, donc la seule infrastructure pour délivrer de la nourriture qui est accessible dans toutes les campagnes. C'est-à-dire que dans chaque village, ou presque, vous avez une boutique de l'État qui vend de la nourriture à prix subventionné, mais vous n'avez pas de banque. Ces subventions, elles sont massives. En tout, 5% du PIB indien est réservé à la protection sociale, la plupart sous la forme de subventions. Certaines subventions qui bénéficient exclusivement aux classes moyennes, voire riches, par exemple les subventions au train, les subventions au kérosène, les subventions même à l'essence. Les plus pauvres n'ont pas de mobilette. Bon,
moins de personnes qu'on a envie de faire bénéficier de la protection sociale qui n'en bénéficieraient pas. Pourquoi? Parce qu'avec un revenu de base, c'est facile, on redistribue à tout le monde. Donc, on ne se limite pas aux plus pauvres. C'est un transfert inconditionnel, donc il n'y a pas de condition de revenu, et on peut moins facilement se faire des erreurs de mesure, se tromper, qu'avec les transferts d'argent conditionnés au revenu. L'Inde est particulièrement bien placée par rapport aux pays africains, par exemple, pour faire cela, parce qu'ils ont mis en place en un temps record, en 7 ans, un système d'identification unique. Faut savoir qu'en Inde, les gens n'ont pas de certificat de naissance, enfin pas tous. Il n'y a pas de registre d'état civil bien maintenu comme dans les pays occidentaux. Et donc ce qu'a fait l'Inde à travers le Unique Identification Authority of India, UIDAI, et son programme Aadhaar, c'est de procurer à maintenant ils ont atteint 90% de la population, je crois, avec un identifiant unique qui repose sur la biométrie. Donc ils ont pris les empreintes digitales et les iris des Indiens. Ça apporte tout un tas de problèmes de confidentialité des données et de vie privée parce que il y a des histoires. Enfin, c'est une entreprise privée qui pourrait avoir des liens avec la CIA qui gère ça. Mais bon, outre ces problèmes, maintenant qu'on a cet identifiant unique, le principal parti d'opposition en Inde, le parti du Congrès, propose de l'utiliser pour verser un revenu de base. Alors, c'est peut-être trop tôt pour le faire. Hein, peut-être qu'il faudrait attendre 10 ans, 10 ans de plus, que le système marche vraiment bien. C'est-à-dire que là, il y a 90% de la population qui a un identifiant, il en faudrait 100%. Et puis surtout, les machines ne fonctionnent pas parfaitement. Parfois, vos empreintes digitales ne sont pas reconnues ou vous êtes confondu avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que maintenant ils essayent plutôt de passer aux machines avec iris qui sont plus fiables mais plus chères aussi. Et puis elles nécessitent une connexion à internet, ces machines, qui souvent est intermittente. N'empêche que dans quelques années, avec le déploiement de ces machines, on aura peut-être en Inde un système de distribution d'argent en fait, qui reposerait sur Aadhaar, qui serait aussi étendu, qui aurait une couverture aussi bonne que le système de distribution de nourriture publique. Et donc si on avait cette infrastructure, ça deviendrait sûrement bien plus efficace de verser un revenu de base aux Indiens plutôt que de leur verser des subventions pour la nourriture. Parce que on éviterait avec ce système tout un tas d'échelons d'intermédiaires susceptibles d'être corrompus. Si des gens font directement face à des machines, qui mettent leurs doigts sur la machine, il y a un billet qui sort, alors c'est beaucoup plus difficile de tricher avec le système. C'est le principal avantage, je pense. Là, je me suis surtout focalisé sur les aspects pratiques de la chose, parce que c'est sûrement les plus déterminants au succès d'un tel programme, mais c'est aussi une conception éthique, philosophique différente de procurer un revenu de base plutôt que de la nourriture, de l'électricité gratuitement, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une position paternaliste, mais on considère que les gens sont responsables et qu'ils savent mieux qu'un bureaucrate faire les choix pour eux-mêmes. En pratique, ça se vérifie. C'est-à-dire que contrairement à une idée répandue, les études qui existent sur le sujet montrent que quand on verse un revenu de base à des gens pauvres, donc il y a eu des expériences en Inde, en Namibie, au Kenya, en Ouganda, on n'a jamais observé une augmentation de la consommation d'alcool, de jeux, etc. C'est-à-dire que font les gens avec cet argent? Et là, on ne parle pas d'une manne d'argent, hein. On parle de montants de l'ordre de 12 € par mois. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils vont acheter du capital. Donc là, ça peut être une poule, ça peut aussi être une mobilette, qui va leur permettre ensuite d'obtenir un revenu permanent. Parce que la poule, elle fait régulièrement un œuf, ils réparent ou ils créent un système de toilettes, qu'ils n'ont souvent pas. Ils sont en mesure de s'acheter des médicaments quand ils sont malades. Ils sont en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école,
d'améliorer la nourriture qu'ils mangent. En somme, ils sont en mesure de satisfaire un peu plus à leurs besoins que si on leur donnait simplement de la nourriture, alors que ce jour-ci, ils avaient besoin de médicaments. Un autre aspect philosophique pour lequel ça peut paraître meilleur qu'un emploi garanti, c'est que là, on offre de la liberté substantielle aux gens. C'est-à-dire qu'on leur donne directement des moyens d'agir. Alors que avec un emploi garanti, on leur donne certes des moyens d'agir sous forme de salaire, mais on leur rajoute une contrainte occupationnelle. C'est-à-dire que on les oblige à être assidus au travail. Puis un autre reproche qui est souvent fait au revenu de base, c'est que les gens travailleraient moins. Parce que voilà, ils reçoivent de l'argent sans contrepartie, donc ils auraient moins besoin de travailler. Ça, c'est pas le cas en Inde, pour les revenus de base qu'on a en tête, pour deux raisons. Tout simplement, premièrement, on parle de revenus de base d'un montant très faible, donc en fait, ça ne suffirait pas aux gens pour juste ne rien faire. Et deuxièmement, en fait, on observe l'inverse. Dans les études, on observe que quand on verse un revenu de base, les gens travaillent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus en mesure de travailler, parce qu'ils tombent moins malades, ils sont mieux nourris, et donc ils sont en une meilleure condition physique pour travailler. Certaines personnes sont tellement pauvres qu'elles ne sont pas en état de travailler efficacement. Quand vous mangez 800 calories par jour, vous ne pouvez pas travailler au champ toute la journée. Pour ça, il faut 3000, 4000 calories quand vous faites un travail physique. Et donc, le fait d'avoir des salaires trop bas crée ce qu'on appelle une trappe à pauvreté, où en fait les gens ne peuvent pas se sortir de la pauvreté par le travail, parce que leur travail leur coûte plus de calories qu'il n'en rapporte. Alors, la conclusion de tout ça, quelle est-elle ? Alors, selon moi, ce que devrait faire l'État indien, bon je dis ça, je suis pas un expert sur le sujet, mais ça serait de préserver les programmes existants qui marchent bien, comme le Midday School Program. Le Midday School Program permet d'offrir à tous les écoliers qui se rendent en cours un repas à midi. Ça permet de lutter contre la malnutrition, ça permet d'améliorer la concentration des élèves, ça permet de faire qu'ils viennent en cours, et puis à cela, ils ajoutent de la vermifugation. En fait, c'est des médicaments dans le repas qui évitent que les élèves, les enfants, n'attrapent des vers intestinaux. Donc c'est très bien pour leur santé également. Donc il y a des programmes qui marchent, qui réussissent à cibler les plus pauvres. Ceux-là, gardons-les. Par contre, on pourrait remplacer tous les programmes qui, en fait, accordent des subventions plutôt à la classe moyenne, comme les subventions sur les hydrocarbures, qui en plus n'aident pas à lutter contre le changement climatique, comme les subventions sur les trains, etc. Ce qui représenterait 1 ou 2% du PIB indien, voire même 3% si on incluait les subventions sur la nourriture, et bien remplacer ça par un revenu de base. Il faudrait le faire progressivement. Je pense que ça aurait pour effet de lutter contre la pauvreté beaucoup plus efficacement que les programmes actuels.